Oui, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Philippe et dans le Brie. Donc, dans cette vidéo, donc je le rappelle, si vous êtes intéressé sur les territoires, j'ai orienté des jeunes agriculteurs récemment vers des contacts SOS Mer pour les PAT, projets alimentaires territoriaux, ce qui est quelque chose de lourd à mettre en place, hein. C'est valoriser nos produits bio et conventionnels localement sur les territoires. Comment on peut s'intégrer avec les collectivités territoriales et les citoyens. Donc ça veut dire se faire connaître, répertorier les exploitations qui peuvent arriver à faire du direct ou essayer de trouver des petits outils de transformation pour transformer nos produits quand il y a besoin, en reprenant le cœur du sujet, l'essentiel, c'est-à-dire notre facture, ne pas laisser faire la facture par les industriels, quels qu'ils soient, privés ou coopératifs. Autre point, n'oubliez pas, j'ai vu que vous m'envoyez des mails, je vous réponds hein, au fur et à mesure. Pour éviter, vous l'avez compris, un certain nombre d'entre vous, de tout redonner à la MSA, vous pouvez m'envoyer un mail sur philippe.grégoire22@gmail.com. Vous pourrez voir le travail qu'on a déjà fait en amont, c'est-à-dire les mois d'avant, depuis le début de l'année et l'année dernière. Vous pouvez, si nécessaire, avoir le contact d'agriculteurs que j'ai orienté pour éviter de tout redonner à la MSA, parce que pour faire ça, il faut s'adresser à des fiscalistes, voilà, ça existe, voilà, faut les contacter. Nous, on travaille avec, donc voilà, on oriente les gens pour éviter de donner 10, 15, 20, 30 000 euros par an à la MSA par associé, hein, même 8, 10 000 euros, c'est beaucoup de trop. Il y a bien mieux que ça à faire, simplement, il faut avoir les informations, voilà. Moi, je les avais pas il y a 15, 20 ans, je les ai maintenant. Euh, ensuite, je vous retiendrai au courant dans les vidéos. Dans quelque temps, quand les foins seront finis, je vais passer dans certains départements justement pour proposer des alternatives pour retrouver un revenu. Donc, je le dirai dans mes vidéos YouTube avant, dans les départements où je vais passer, où je vais être invité par des collègues pour faire des interventions, des collègues syndiqués ou non syndiqués, peu importe. Ça peut être à travers des syndicats ou ça peut être en indépendant, peu importe, qui veulent un peu plus d'informations justement sur les PAT, sur le problème de la mutualité sociale agricole, qui est quand même un problème, parce qu'il oblige les gens à réinvestir alors qu'on peut faire différemment. Et le fait de réinvestir, ben après, faut payer les investissements, qu'ils soient les bâtiments ou les tracteurs. Donc, c'est pas forcément le meilleur des choix. Chaque cas est un cas, chaque dossier est un dossier. Ceci étant, il y a des solutions. Simplement, faut-il que les agriculteurs soient informés, parce que je m'aperçois que sur le terrain, les gens sont pas informés. Mieux que ça m'arrive d'être au téléphone avec des comptables et des comptables qui sont même pas informés. Ça, ça m'inquiète davantage parce que moi j'ai pas fait de formation de comptable et on est plus informé que les comptables. Alors là, c'est quand même un peu inquiétant. Donc, pourquoi chercher des alternatives dans les propositions que je serai amené à faire dans les semaines, les mois à venir? Pourquoi des alternatives? Parce que le schéma dans lequel on a été conditionnés, nous tous les agriculteurs, là je rentre de Bretagne de voir un collègue, je confirme que c'est pire que dans le sud, en moyenne, hein, et pire dans ma région qui est les Pays de la Loire. Et si ça continue comme ça, de la façon dont ils ont conditionné les paysans, c'est sûr et certain qu'on s'oriente vers 100 à 150 000 fermes maximum. J'ai dit fermes, exploitation agricole en France, hein. 100, 150 000. Et ça va aller vite. Pourquoi? C'est la guerre des terres, c'est le grossissement globalement, hein, des exploitations. J'ai bien vu comment c'était en Bretagne. Je vois comment c'est dans le 35, je vois comment c'est dans le 56 et dans la Manche, par exemple, pour prendre ces trois exemples-là. C'est à celui qui aura le tas d'ensilage le plus gros, c'est à celui qui aura la plus grosse remorque, c'est à celui qui aura le plus gros tracteur, c'est même à celui qui aura le plus de tracteurs, j'ai l'impression, dans le corps de ferme. La fuite en avant, la course aux hectares, la course à la production. Donc ça, c'est se tirer une balle dans le pied, hein, c'est rendre service aux industriels, quels qu'ils soient,
que ce soit Bigard ou les laiteries. Hein. La restructuration, on l'a fait nous-mêmes en faisant du cannibalisme, en se tuant, en se détruisant entre nous, en faisant de la surenchère sur le prix du foncier pour prendre les terres du voisin. Tout ça pour s'endetter, ou en faisant pression sur les propriétaires pour mettre un montant des loyers plus important pour avoir une ferme plus grande. Voilà. Hein, la guerre des terres, la guerre de la production. Tout ça au service de l'industrie agroalimentaire qui, eux, rigolent bien. Hein, parce que en faisant grossir nos exploitations, hein, on leur rend service, on réduit les points de collecte, ça leur permet de remplir la SMI pratiquement dans l'exploitation, en bovin, en poulet, en canard, en lait, parce que je sais maintenant que certaines exploitations, il arrive à remplir la semi complète dans certaines exploitations. Donc là, l'industriel, il se frotte les mains. Hein. Les économies d'échelle pour eux sont considérables. Hein. Et en euros constants, trompez-vous pas, le prix du lait, il est complètement hors des coûts de production réels. Hein. Regardez l'évolution de la vie et des coûts par rapport, si vous remontez aux années 80. Prenez le prix du blé aujourd'hui, hein, et prenez le prix du blé quand il servait de base de calcul du fermage, hein, pour les un peu plus âgés s'en rappellent, hein, 114,50, on parle en francs, hein, essayez de convertir et vous allez voir qu'un blé à 180 euros, ce qui est annoncé par les grands acteurs coopératifs, à la récolte, hein, un prix d'acompte qui sera peut-être le prix définitif, puis attention, un blé aux normes. Donc ils imposent des normes avec des taux de protéines, bien sûr, pour faire baisser le prix. Voilà, on a compris. À 180 euros, ce n'est pas rentable. Ça, faut bien être conscient de ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui passent pas. Il faut faire des rendements importants à l'hectare. Beaucoup de régions ne sont pas à ces niveaux-là. Et quand on regarde, qu'on compte toutes les charges, vraiment toutes les charges, le fermage, le coût de la mécanisation, l'amortissement, peu importe que ce soit de la charrue, du combiné, du semis, du voilà, si on tient compte de tous les postes, mais 180 euros, mais c'est un scandale absolu. C'est un scandale absolu. Quand on voit la valorisation qui est faite derrière. D'accord? Donc, ça, on va dans le mur. Alors, pendant ce temps-là, je vais me répéter encore, mais vous avez vu que la FNSEA essaye de faire diversion. Avec des molécules, avec des normes. Mais il y a beaucoup de productions. On a les mêmes normes. Je l'ai dit et répété. Il y a plein de modèles en extensif ou en semi-intensif. On a les mêmes normes que nos concurrents. Les mêmes, voire moins de normes que certains pays. Je pense notamment à la Hollande ou à mes amis danois avec qui je suis en contact. Le problème n'est pas là. Certes, il y a de l'abus. Bien sûr il y a des choses à rectifier au niveau des normes. Bien sûr qu'il y a trop de tertiaires, mais ça, on le sait. C'est pas propre à l'agricole. C'est pour tous les métiers. Mais le cœur du sujet est pas là. La FNSEA fait diversion sur les normes et les molécules. Le fond du problème est pas là. C'est que la FNSEA, comme ailleurs, ils perdent leurs adhérents parce que les gens n'ont pas de revenus, n'ont pas de rentabilité, ils quittent leur métier, ils se mettent en cessation de paiement, ils vont travailler en double activité, ils cherchent des alternatives, des travails extérieurs, etc., etc., et d'autres sources de revenus que le revenu agricole. Voilà. Mais ce n'est pas lié aux normes. Les normes, il y a beaucoup de choses à améliorer, il y a des aberrations, mais c'est pas le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, c'est le revenu, et le revenu, il passe par la répartition de la marge et par sans lequel on peut rien faire. Si vous enlevez le mot répartition, si vous enlevez le mot répartition et le mot gestion des volumes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez sortir de l'euro, revenir au franc, sortir de l'Europe, sortir de l'OTAN, sortir du FMI, ce qui sont des choses qui sont probablement à mettre en place et à discuter. Parce que l'Europe, cette Europe-là ne fonctionne pas. Donc il y a plein d'autres choses qu'on peut proposer, hein, de sortir de ce carcan de cette Union européenne telle qu'elle fonctionne. Mais c'est pas un élément suffisant pour ramener du revenu aux paysans. Puisque hors contrainte européenne, hors réglementation européenne, si on sort de ce qu'ils nous ont imposé à travers l'Europe, c'est-à-dire des politiques d'orientation, des GOPÉ, des lois d'orientation agricole, même si on sort de ça, il y a des gens qui sont pas concernés par ça au niveau agricole. Et ils n'ont pas de revenus, pas plus.
Parce que il manque le mot répartition. Ça veut dire que ce qui est consommé chez nous, en France, sur place, voire à l'intérieur du département, en restant en local, en transformation, du moment qu'on n'a pas la facture, qu'on n'a pas la main sur l'ensemble de la valorisation de notre produit, on est réduit à des producteurs de minerais. On a laissé la facture à l'industrie agroalimentaire coopérative et privée, et en laissant le carnet de facture à nos acheteurs, eh ben, il n'y a pas la solution. Les PAT peuvent marcher, local et bio, à une seule condition, c'est que l'agriculteur reprenne sa facture. Si on fait des projets alimentaires territoriaux et qu'on laisse la facture à Terrena, à Bigard, à Lactalis, à LDC, à Agrial, à qui vous voulez, à LSDH, qui fait chez qui le patron, si vous laissez la facture à ces gens-là, c'est perdre son temps. C'est complètement perdre son temps. Faire des réunions pour écouter des âneries pareilles, c'est perdre son temps. Ceux qui vont écouter Vincent Châtelier, ils perdent leur temps. Ce type-là, ça fait 30 ans qu'il nous raconte des bobards, qui nous explique qu'il faut monter, faut être compétitif, il faut faire des gains de productivité. Il a fait quel gain de productivité, lui, depuis qu'il est à l'INRA? Il nous a rapporté quoi? Il nous a coûté combien? Combien il prend quand il fait ses conférences, lui? Faut lui demander combien il prend et s'il est payé sur la base d'un produit intérieur brut mondialisé. Moi, des Vincent Châtelier, il se trouve que j'en connais dans le monde qui gagnent 6 fois moins que lui, qui sont peut-être aussi bons, d'ailleurs, pour faire les exposés. Donc, lui, il faut qu'il commence par se mettre à la page avant de donner des leçons aux paysans qui seraient pas assez performants. Faut pas perdre de temps à écouter ces gens-là. Le cœur du sujet, c'est de reprendre la main sur nos productions, donc reprendre la facture. Gestion des volumes, régulation des productions à travers les gestions des volumes et répartition de la marge. S'il n'y a pas ces mots-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez passer de 100 vaches à 300 vaches. Hein. Merci pour toutes les infos que vous m'envoyez. Les ateliers de plus de 300 vaches, il y en a beaucoup qui mettent la clé sous la porte, qui arrêtent. Ça change rien. Et tous les gens, la plupart des gens qui tournent autour du monde agricole, qui ont un intérêt économique, qui ont un intérêt parce qu'ils ont quelque chose à vendre, ils ont un service à vendre, ils ont des engrais à vendre, ils ont des phytos à vendre, ils ont du matériel à vendre, ils ont besoin de business. Eux, ils vont vous expliquer que le prix du litre de lait, il a augmenté. Alors, il a augmenté par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Il a augmenté depuis quelques années? Oui, depuis le conflit en Ukraine. Le prix de la viande, les bovins viandes ont augmenté. Ouais. Les porcs, le prix du porc a augmenté. Oui, le prix des agneaux a augmenté. Par rapport à quoi? Le prix qui a augmenté, ça correspond à une augmentation d'une marge nette avec coût de production. J'ai l'impression que beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'un coût de production. Alors tous ces gens-là passent dans les exploitations et il arrive encore, 2025, à faire croire à des paysans que quand le prix du produit il augmente, du lait ou de la viande en ce moment, bah faut en faire davantage. Ça va mieux les gars, faut en faire davantage. Et puis quand les prix baissent, comme les prix baissent, ils laissent entendre que c'est plus dur, il y a moins de marge, les prix baissent, donc faut en faire plus aussi, faut produire plus aussi. Parce qu'il faut diluer l'endettement, donc il faut remonter un autre bâtiment. Donc quand les prix baissent, il faut en faire plus, et quand les prix montent, il faut en faire plus. Mais à quel moment il faut en faire moins? Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi ils vous disent pas d'en faire moins? Parce que eux, ils vivent sur votre dos. Faut bien réfléchir à ça. Faut bien réfléchir à ça. Eux, ils font de la marge à partir du moment qu'il y a de l'activité. Si vous réduisez de moitié votre activité, vous allez voir que vous allez déjà bien moins les voir dans vos exploitations. Vous allez avoir déjà bien moins de visites. Eux, ils vivent sur votre business, sur votre chiffre d'affaires. Plus vous développez, plus vous faites de chiffre d'affaires. Si vous n'avez pas l'outil fiscal, vous allez redonner 40-43% à la MSA, voire des impôts. Ils vont vous emmener dans une spirale. Le comptable, la majorité des comptables qui ont reçu le mot d'ordre, voilà, ils ont reçu un mot d'ordre, c'est de faire tourner le business, donc eux, ils vont vous dire de réinvestir, soit dans des bâtiments, soit dans du matériel, ils vont vous dire de réinvestir, voilà, pour baisser la pression fiscale. Donc, vous allez baisser légèrement la pression fiscale, hein, mais vous allez avoir du matériel à rembourser ou des bâtiments. Donc, c'est un cercle infernal.
dans lequel ils vont vous entraîner. Et en fait, l'agriculteur, il se piège tout seul. Quand il va investir fortement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir, hein, voilà. Mais quand il va investir fortement, il s'attache lui-même à son outil. Comme l'outil n'est pas délocalisable, vous êtes sur un lieu donné avec un bâtiment dans une commune donnée, dans un département donné, hein, on est difficile, on n'est pas délocalisable. Donc à partir de là, on est piégé. Et quand ça tourne mal, hein, j'ai eu des témoignages, là je vous remercie, quand il y a des liquidations, bah oui, le voisin qui revient derrière, il va racheter la structure à moitié prix, parce qu'il y a eu des pots de bilan, donc les bâtiments, comme il n'y a pas de valeur, on dégage pas de valeur économique, les bâtiments, ils ont perdu peut-être la moitié de leur valeur, donc celui qui part, il dépose le bilan, celui qui vient derrière, il récupère un outil qui a été construit, qui est des fois en bon état, pour pas cher. Et puis le dépôt de bilan, si vous croyez qu'il touche les gens en déposant le bilan, rassurez-vous, ils ont des assurances. Le réseau bancaire, si vous connaissez un réseau bancaire qui perd de l'argent, vous me le présentez. Hein, ils ont des assurances, ils ont des cautions, ils ont pris toutes les couvertures. Les coopératives, les gros fournisseurs d'aliments, idem, ils ont des assurances. Ceux qu'on plombe, que vous allez plomber, si vous déposez le bilan, ce qui peut être une solution, parce qu'on n'a pas à supporter euh, les dettes qui sont pas dues aux paysans, mais qui sont liées au système. On ne doit pas être les seuls à contribuer à l'effort qu'on fait pour tenir une filière à bout de bras alors qu'on ne peut pas en vivre. Hein. Donc en cas de dépôt de bilan, ceux qui sont plombés, ben, c'est très souvent les entrepreneurs, les indépendants. Si vous avez fait travailler un mécanicien auprès de chez vous, des gens comme ça, des artisans, eux, ils vont être plombés. Mais les banques, les grands réseaux coopératifs, les grands fournisseurs d'aliments, non. En réalité, ils ont une assurance et puis les pertes des dépôts de bilan qu'ils ont sur leur clientèle, ils vont le mutualiser. C'est les autres qui vont payer les dettes quand ils vont livrer des aliments chez les autres sur des chiffres d'affaires qu'ils font, qui sont énormes. C'est ceux qui continuent de travailler dans les exploitations qui vont payer la dette des copains. Ça va être mutualisé. Donc eux, vous n'allez pas les faire tomber, je vous rassure. Vous faites tomber malheureusement les petits entrepreneurs et les petits artisans. Mais, soyons très honnêtes, le dépôt de bilan dans certaines exploitations peut être la solution. Hein. Peut-être la solution. Parce que ça permet de repartir sur de nouvelles bases et parfois conserver sa famille, sa femme et ses enfants. Parce que ce modèle économique qui pousse toujours à faire plus, grossir les exploitations, intensifier pour bouffer le voisin, en gros c'est ça, hein, il est désastreux, c'est les suicides, plus de 2 par jour, 6 tentatives de suicide par jour, c'est l'explosion, et on peut en parler, des familles, malheureusement, on est au quotidien avec ça, toutes les semaines par les informations qu'on a, beaucoup de divorces, énormément de divorces, hein, des familles explosées, totalement explosées, des gens fâchés à vie, hein, dans les couples ou dans les associations type GAEC ou ERN. Pour une seule raison, parce que le modèle est trop déséquilibré, il est plus en adéquation avec le reste de la société. Notre temps de travail ramené au revenu net avec les capitaux qu'on engage, c'est un non-sens économique total. On est dans un modèle agricole qui est un non-sens économique total. En travaillant bien, tous les jours, raisonnablement, c'est un non-sens économique. Et là, je ne vous parle pas si vous êtes malade. Si on a le malheur d'être malade, d'avoir une maladie ou un accident, alors là, avec les 30 euros par jour, si vous n'avez pas les parents qui travaillent encore dans l'exploitation ou un coup de main gratuit, hein, puisque en agriculture, on n'a jamais su appréhender le réel coût de production, on ne sait pas comptabiliser nos heures de travail. Voilà. C'est pour ça que sur le terrain, il se dit n'importe quoi et que les gens viennent me dire que la viande et le lait a augmenté. Moi, je leur demande par rapport à quoi il a augmenté. Est-ce qu'aujourd'hui, un producteur de lait est capable de financer un bâtiment neuf et un tracteur neuf? C'est le minimum dans une exploitation. Un tracteur neuf et un bâtiment neuf. Qui est capable de financer ça en 2025? Idem pour le lait, vache à l'étang, bergerie, mouton, bâtiment à canard, bâtiment à lapin, on peut étendre. Qui est capable de monter un bâtiment euh, pour l'élevage de porcs, hein, de 180, 200 truies, naisseurs-engraisseurs, ce qui est à peu près
la taille pour un travailleur, 180 on va dire, qui est capable de monter un bâtiment neuf aujourd'hui en port, hein, et de l'amortir relativement rapidement, hein, pas sur 25 ans, hein, c'est trop long, et de se prélever à 2 SMIC et demi. Je veux dire, un éleveur, il mérite au moins 2 SMIC et demi. Mais qui est capable de le faire avec bâtiment neuf, avec amortissement? Ça fait plusieurs années que j'en ai parlé et j'attends toujours que quelqu'un m'appelle. Personne m'a appelé. Et je sais pourquoi personne m'a appelé. Donc écoutez, là-dessus, ça sera la fin de ma vidéo. N'hésitez pas de faire des commentaires, de poser des questions. Vous m'envoyez des mails si vous voulez des infos, suivant les régions, les départements. Je vous orienterai vers les personnes adéquates. Et puis pour la mutualité sociale agricole, les cotisations, oui, exorbitantes, ça, c'est quelque chose de relativement simple quand on connaît et qu'on sait de quoi on parle. Il n'y a rien de plus simple que ça. Il faut juste avoir des gens compétents pour le gérer. Je vous remercie. À bientôt.